Un père célibataire, une route déserte, une jeune femme laissée pour morte dans une tempête. Ce que Dorian Flintwood a découvert ce soir pluvieux d'octobre n'était pas seulement un acte de cruauté. C'était un plan calculé pour commettre le crime parfait. Un plan qui aurait fonctionné s'il n'avait pas pris un mauvais virage. Voici l'histoire de comment une décision d'arrêter a changé 3 vies à jamais. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. La pluie tombait d'averse, le genre de pluie qui vous fait remettre en question toutes les décisions qui vous ont mené à ce moment. Dorian Flintwood plissa les yeux à travers son pare-brise, ses essuie-à-glace travaillant d'arrache-pied contre la pluie battante, tandis qu'il négociait les virages serrés d'Old Mill Road. Ce n'était pas censé être son itinéraire. Les travaux sur l'autoroute 41 l'avaient contrainte à emprunter cette route asphaltée oubliée qui traversait des terres agricoles abandonnées et des villes laissées pour compte par le temps. Il était déjà en retard et réfléchissait à la manière d'expliquer à Marilla, 12 ans, pourquoi il n'était pas venu la chercher à son cours de piano lorsqu'il l'aperçut. Au début, il crut que c'était un effet de la pluie, une forme qui n'avait pas sa place sur le bord de la route. Mais lorsque ses phares percèrent la tempête, il eut le souffle coupé. Un fauteuil roulant. Quelqu'un était assis dessus. Qu'est-ce que... Dorian serra le volant alors qu'il ralentissait, l'esprit en ébullition dans ce temps. La silhouette ne bougeait pas, elle restait assise là, recroquevillée. Tandis que la pluie tombait sans relâche, Dorian s'est garé sans réfléchir, ses feux de détresse dessinant des motifs rouges dans l'après-midi gris, ses chaussures éclaboussant les flaques d'eau qui s'étaient formées dans le gravier. En s'approchant, il a pu l'entendre, des sanglots, des sons profonds et brisés qui couvraient même le rugissement de la tempête. « Mademoiselle, mademoiselle, vous m'entendez » Quand elle leva la tête, Dorian sentit son cœur se briser. Elle ne pouvait pas avoir plus de 23 ou 24 ans. Ses cheveux blonds collaient à son visage, ses yeux noisettes étaient écarquillés, exprimant à la fois la terreur et l'incrédulité, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un s'était réellement arrêté. « S'il vous plaît » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, tremblant de froid et de quelque chose de plus profond. « Ne me laissez pas ici, s'il vous plaît. Je ne vais nulle part. » dit Dorian, et il le pensait vraiment. « Comment vous appelez-vous? Que vous est-il arrivé, Audrey? » Elle tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine articuler les mots. « Audrey Smith, ils m'ont abandonné. » Dorian sentit la colère le submerger, brûlante et immédiate. « Qui vous a abandonné? » Mais Audrey secoua simplement la tête, de nouvelles larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Dorian ne perdit pas de temps à poser d'autres questions. Il souleva Audrey de son fauteuil roulant. Elle ne pesait presque rien, comme un oiseau, et il la porta jusqu'à son SUV. Elle ne protesta pas, se contentant de s'agripper à sa veste de ses doigts tremblants, tandis qu'il l'installait sur le siège arrière. Il retourna chercher le fauteuil roulant, le plia maladroitement avant de le fourrer dans son coffre. À l'intérieur de la voiture, avec le chauffage à fond et la pluie enfin bloquée à l'extérieur, Dorian tendit à Audrey un thermos de café qu'il lui avait apporté. Il la regarda porter le thermos à ses lèvres, tout son corps tremblant encore, malgré la couverture qu'il lui avait donnée. « Il faut t'emmener à l'hôpital, » dit Dorian en cherchant déjà son téléphone. « Non. » La force de sa réponse le fit se figer. « S'il te plaît, pas d'hôpital. Ils me trouveront là-bas. Ils finiront ce qu'ils ont commencé. » Dorian se tourna sur son siège pour la regarder pleinement. « Qui te trouvera? » Ses yeux rencontrèrent les siens, et il y vit quelque chose qui lui glaça le sang. Une peur pure et sans mélange. « Ma belle-mère, mon demi-frère, ce sont eux qui ont fait ça. Ils m'ont laissé ici pour mourir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, si scandaleux que Dorian se demanda un instant s'il avait bien entendu, mais l'expression de son visage lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle disait la vérité. Il prit une décision qui plus tard semblerait soit incroyablement stupide, soit divinement inspirée. « Bon, pas d'hôpital, mais tu dois te réchauffer et tu dois tout me raconter. » Dorian reprit la route vers Old Mill Road, son esprit réorganisant déjà son après-midi. Le professeur de piano de Mella habitait à 2 pâtés de maison de chez eux. Il allait l'appeler, lui expliquer qu'il serait en retard et lui demander de déposer Mella chez elle. Sa voisine, Madame Pitake, serait
serait chez elle. C'était une infirmière à la retraite, quelqu'un en qui il avait confiance. Pendant qu'il conduisait, Audrey parla par saccades, sa voix reprenant des forces à mesure que la chaleur revenait lentement dans son corps. Je suis resté dehors pendant 4 heures, dit-elle en fixant ses mains. 4 heures sous la pluie. J'ai crié jusqu'à ne plus pouvoir. J'ai vraiment cru que c'était fini, que j'allais mourir ici et que personne ne saurait jamais ce qu'ils avaient fait. Comment vous êtes-vous retrouvé sur cette route? Demanda Dorian, gardant une voix douce, même si la rage bouillonnait sous son apparence calme. Ils m'ont dit que nous partions en voyage en famille. Audrey rit, mais c'était un rire brisé pour nous aider à pleurer ensemble. Nous étions censés nous rendre dans un spa dans les montagnes, mais ils ont continué à prendre des virages que je ne reconnaissais pas. Et puis nous nous sommes retrouvés ici, sur cette route déserte, et Bradley a dit qu'il devait vérifier le moteur. Elle fit une pause, le souffle court. Francine, ma belle-mère, elle m'a suggéré d'aller prendre l'air, disant que la vue était magnifique depuis cet endroit. Ils m'ont aidé à m'installer dans mon fauteuil roulant, m'ont positionné correctement, puis sont remontés dans la voiture. Les jointures de Dorian blanchirent sur le volant, et ils partirent. Audrey se retourna une fois et me regarda droit dans les yeux. Je les appelais, pensant qu'ils avaient peut-être oublié, que c'était peut-être une erreur. Mais il me regarda fixement pendant une seconde, puis ils repartirent. La voix d'Audrey se brisa. Je regardais leur feu arrière disparaître, et je sus qu'ils allaient vraiment me laisser mourir ici. Depuis combien de temps ton père est-il mort? Demanda Dorian doucement. Audrey releva brusquement la tête. Comment as-tu... Tu as dit faire son deuil ensemble. Et tu as mentionné une belle-mère. Je suppose que quelque chose a changé récemment qui les a poussés à faire ça. Pendant un instant, Audrey se contenta de le fixer du regard. Puis elle acquiesça lentement. Il y a 3 semaines, mon père a eu un grave accident vasculaire cérébral. Il était déjà mort avant l'arrivée de l'ambulance. Je suis désolé, dit Dorian sincèrement. Il ne connaissait que trop bien cette douleur particulière. Sa propre femme était décédée 4 ans auparavant des suites de complications lors d'une opération qui aurait dû être de routine. Un jour, elle était là, riant au petit déjeuner, embrassant Mella pour lui dire au revoir. Le lendemain, elle n'était plus là. Merci, murmura Audrey. Il était tout pour moi, surtout après mon accident. Ton accident? À cheval. J'avais 15 ans. Un instant, je sautais une clôture. L'instant d'après, j'étais par terre, incapable de sentir mes jambes. Je suis paralysé des jambes depuis. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Dorian. Une image se formait qui lui donnait la nausée. Et votre père a pris soin de vous. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Pas une seule fois. Quand il s'est remarié, j'ai pensé que Francine serait bonne pour lui. Elle semblait si gentille, si compréhensive. Son fils Bradley avait 22 ans, il était charmant et me demandait toujours comment j'allais. Mais c'était du cinéma. Je ne m'en suis pas rendu compte au début. Les petites remarques ne venaient que quand papa n'était pas là. Des questions sur le coût de mes soins, des suggestions selon lesquelles je serais peut-être plus heureuse dans un établissement avec des gens qui pourraient m'aider correctement. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, trop sensible. Dorian s'est garé dans son allée, devant une modeste maison coloniale de 2 étages dans un quartier calme de Marietta. À travers la pluie, il pouvait voir les lumières allumées chez Madame Piteke, la voisine. Qu'est-ce qui a changé il y a 3 semaines? A-t-il demandé, même s'il pensait déjà connaître la réponse. Le sourire d'Audrey était amer. J'ai découvert pourquoi ils étaient restés, pourquoi ils avaient joué le jeu pendant toutes ces années. Le testament de mon père a été lu 2 jours après les funérailles. Il l'avait mis à jour 6 mois auparavant. Je ne le savais même pas. Il m'a presque tout légué. La maison, son portefeuille d'investissement, sa collection de voitures anciennes. Francine et Bradley ont chacun reçu 50 000 $. Le reste, plus de 2 millions, m'a été légué avec des instructions détaillées pour que je continue à prendre soin de moi. Le chiffre fit cligner des yeux Dorian. 2 millions de dollars, un mobile plus que suffisant pour commettre un meurtre. Ils avaient bien réussi leur coup. Audrey continua. Ils ont dit que nous devrions partir en voyage, juste nous 3, pour guérir en famille. Je les ai vraiment crus. J'ai pensé qu'ils essayaient de m'aider à surmonter mon chagrin. Elle regarda Dorian, les yeux brillants de larmes. Comment ai-je pu être aussi stupide? Tu n'es pas stupide, dit Dorian fermement.
Tu as fait confiance à des gens qui étaient censés être ta famille. Ce n'est pas stupide, Audrey. C'est humain. Il sortit et contourna la voiture pour s'approcher de sa porte, la soulevant à nouveau. Madame Pitacay descendait déjà les marches de son Porsche, un parapluie à la main, le visage rond plissé d'inquiétude. Dorian, que s'est-il passé? J'ai besoin de ton aide, Elena. Voici Audrey. Elle a des ennuis et elle a besoin d'un endroit sûr. En moins de 20 minutes, Audrey était vêtue de vêtements secs, empruntée à la garde-robe de la défunte épouse de Dorian, assise sur le canapé, une couverture enroulée autour des épaules. Madame Pitacay avait vérifié ses signes vitaux, déclaré qu'elle avait eu la chance d'échapper à l'hypothermie et préparait maintenant du thé dans la cuisine pendant que Dorian appelait le professeur de piano de Mela. La maison semblait étrange avec Audrey à l'intérieur. Il n'y avait eu que lui et Mela pendant si longtemps, leur routine et leur rythme étaient gravés dans le marbre. Mais en regardant cette jeune femme qui avait failli mourir sur une route déserte, serrant une tasse de thé à la camomille entre ses deux mains, Dorian sentit quelque chose changer en lui, un but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Lorsque Mela rentra à la maison, déposée par Madame Ruth, qui s'excusa abondamment pour ce changement de dernière minute, elle s'arrêta à l'entrée du salon, observant la scène. Papa. Dorian s'apprêtait à s'expliquer, mais Mela s'était déjà avancée. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de sa mère, étaient remplis d'inquiétude. Ça va? Demanda-t-elle directement à Audrey. Audrey sembla surprise par cette question si directe. Je m'en remets. Elle a besoin de notre aide, ma chérie. Elle a des problèmes et elle a besoin d'un endroit sûr où rester pendant quelque temps. Mela n'hésita pas. Elle peut prendre la chambre d'amis. Elle est au rez-de-chaussée. Elle n'aura donc pas à se soucier des escaliers et elle dispose de sa propre salle de bain. Dorian ressentit une grande fierté. Sa fille avait hérité du cœur compatissant de sa mère. Au cours des heures qui suivirent, alors que le soir laissait place à la nuit et que Madame Baquet rentrait enfin chez elle en promettant de revenir le lendemain matin, Audrey leur raconta tout. Toute l'histoire fut révélée. La mort de son père, la lecture du testament, le faux voyage en famille, les 4 heures sous la pluie. Mela s'assit par terre aux pieds d'Audrey, écoutant avec des yeux écarquillés. Dorian faisait les 100 pas, son esprit d'enquêteur déjà à l'œuvre pour résoudre le problème. Car c'était un problème, un énorme problème. Nous devons aller voir la police ce soir. Ils nous ont déjà devancés, dit Audrey doucement. J'en suis certaine. Ils ont déjà signalé ma disparition. Ils diront que j'ai disparu dans une aire de repos, qu'ils m'ont recherché désespérément. Ils sont intelligents, Dorian. Ils ont tout planifié. Elle avait raison, et Dorian le savait. Mais il savait aussi autre chose. J'ai passé 15 ans comme enquêteur en assurance, dit-il, avant de me mettre à mon compte. Je sais comment découvrir la vérité quand les gens mentent. Et surtout, je sais que les menteurs font toujours des erreurs. Toujours. Audrey leva les yeux vers lui, et, pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, il vit autre chose que de la peur dans son regard. Il vit de l'espoir. Tu penses vraiment qu'on peut prouver ce qu'ils ont fait? Je sais qu'on peut, dit Dorian. Mais on doit être malin, stratégique. Le lendemain matin, ils se rendirent au commissariat. Comme Audrey l'avait prédit, Francine et Bradley avaient déjà signalé sa disparition. Le policier qui prit la déposition d'Audrey se montra compréhensif, mais clairement sceptique. Madame, votre belle-mère et votre demi-frère sont passés aux informations locales. Ils ont organisé des battues. Vous affirmez que tout cela est inventé? Oui, répondit Audrey d'un ton ferme. Chaque mot. C'est une accusation grave, c'est la vérité. L'agent soupira. Sans preuve, cela devient une situation où c'est sa parole contre la sienne. Avez-vous des preuves qu'ils vous ont abandonné? Le visage d'Audrey s'assombrit. La pluie, elle aurait effacé toutes les traces de pneus. Il n'y a pas non plus de caméra sur Old Mill Road, dit l'agent sans méchanceté. Écoutez, je vais enregistrer la plainte. Nous mènerons l'enquête, mais je veux que vous compreniez qu'il est extrêmement difficile de prouver une tentative de meurtre dans des cas comme celui-ci. À l'extérieur du commissariat, Audrey s'affaissa dans son fauteuil roulant. Ils vont s'en tirer. Non, dit Dorian avec fermeté. Ils ne s'en tireront pas. Il appela Jérôme Washington cet après-midi-là. Ils avaient fait leurs études ensemble et étaient restés amis même après que Jérôme eut intégré la faculté de droit et que Dorian se fût lancé dans les enquêtes d'assurance.
Jérôme dirigeait désormais un petit cabinet spécialisé dans les affaires de droit civique et de maltraitance des personnes âgées. Maltraitance des personnes âgées? Demanda Jérôme lorsque Dorian lui expliqua la situation au téléphone. Elle était handicapée et dépendait des soins de son père. En vertu de la loi de Géorgie, cette protection s'étend même si elle a 23 ans. Tu as bien fait tes devoirs. Je t'ai dit que je savais mener une enquête. Jérôme vint le soir même, écouta l'histoire d'Audrey et accepta de prendre l'affaire à titre gracieux. Mais son évaluation était sombre. Sans preuves tangibles, nous menons un combat difficile, dit-il, assis à la table de la salle à manger de Dorian, des papiers étalés devant lui. Nous pouvons déposer une plainte civile, essayer de geler les biens immobiliers, mais prouver une tentative de meurtre, c'est tout autre chose. Alors, nous trouvons les preuves, a déclaré Dorian. La pluie avait effacé toute preuve matérielle de la scène du crime. Il n'y avait aucun témoin. C'était littéralement sa parole contre la leur. Dorian s'est penché en arrière sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Les menteurs font des erreurs, Jérôme. Toujours. Nous devons simplement trouver les leurs. Au cours des 3 semaines suivantes, Dorian travailla d'arrache-pied. Pendant qu'Audrey s'installait dans la chambre d'amis et que Mela l'aidait à se familiariser avec leur maison, il fouilla dans la vie de Francine et Bradley comme s'il enquêtait sur une affaire de fraude à l'assurance, ce qui d'une certaine manière était le cas. Il examina les relevés de cartes de crédit auxquels Audrey lui avait donné accès depuis les comptes de la succession de son père. Il suivit les réseaux sociaux de Bradley, notant les lieux et les dates. Il interrogea les voisins du père d'Audrey, leur posant des questions précises sur le comportement de Francine et Bradley. Peu à peu, une image se dessina. Une image de 2 personnes qui avaient attendu, qui avaient parfaitement joué leur rôle pendant que William Winters était en vie, mais dont le masque était tombé dès son décès. Une voisine, Madame Sarah, se souvenait que Francine s'était plainte à haute voix du coup de cette fille quelques jours après les funérailles. À l'époque, cette remarque lui avait semblé étrange, voire cruelle, mais elle ne savait pas quoi faire de cette information. Une infirmière de l'hôpital où William avait eu son accident vasculaire cérébral se souvenait que Bradley avait demandé quelles étaient les structures de soins les moins chères de l'État, alors que son beau-père était littéralement en train de mourir dans la chambre voisine. Mais c'est le relevé de cartes de crédit qui a permis à Dorian de faire une percée. Il était assis à la table de sa cuisine à 2 heures du matin, les yeux brûlants à force de fixer des feuilles de calcul lorsqu'il l'a vu. Une transaction sur la carte de crédit de Bradley provenant d'une station-service sur Old Mill Road. L'heure indiquée fit battre son cœur à toute vitesse. 15h47, le jour où Audrey avait été abandonnée. Selon le rapport de personnes disparues, Bradley et Francine affirmaient avoir cherché Audrey à une aire de repos sur l'autoroute 41, à 50 mètres de là, à ce moment précis. Dorian consulta immédiatement les informations sur la station-service. Elle s'appelait Miller's Stop, un petit établissement qui avait réussi à survivre malgré son emplacement isolé. Il a appelé le lendemain matin, prétendant travailler pour une compagnie d'assurance enquêtant sur un sinistre. « Avez-vous des caméras de sécurité ?» a-t-il demandé au propriétaire, un homme nommé Rick Miller. « Bien sûr, nous les avons installés après avoir été cambriolés il y a 3 ans. » « Combien de temps conservez-vous les enregistrements? » « Le système les sauvegarde dans le cloud. Je les conserve pendant 90 jours en cas de litige. » Le cœur de Dorian s'est mis à battre plus fort. « J'ai besoin des images du 12 octobre vers 15h45. Il vous faudra une assignation pour cela. » Vous l'aurez. Jérôme a déposé la requête le lendemain. L'assignation a été accordée en moins d'1 semaine. Et lorsque Dorian a enfin vu les images, assis dans le bureau de Jérôme avec Audrey à ses côtés, il a senti une vague de satisfaction le submerger comme une décharge électrique. Là, dans des images granuleuses mais claires, on voyait la Mercedes noire de Bradley s'arrêter à la pompe 3. Le sorodatage indiquait 15h47. Bradley a été pris sur le fait, a fait le plein, puis à 15h52, Francine est sortie du côté passager pour entrer dans la station-service, vraisemblablement pour payer. Leurs 2 visages étaient clairement visibles. « Ils étaient là », murmura Audrey. « À 3 kilomètres de l'endroit où ils m'ont laissé, alors qu'ils disaient être à 80 kilomètres en train de me chercher. »« Pas seulement là, » dit Dorian en montrant l'écran. « Regarde d'où ils viennent. » L'angle de la caméra montrait la route. La voiture de Bradley venait du sud, de la direction d'Old Mill Road. Elle se dirigeait vers le nord, loin de l'endroit où Audrey avait été laissée.
Il ne la cherchait pas, il l'abandonnait. Jérôme se pencha en arrière sur sa chaise, un lent sourire se dessinant sur son visage. C'est ça. C'est ce dont nous avions besoin. Peut-on les faire arrêter? Demanda Audrey, von Reuter, voix tremblante. Nous pouvons faire mieux que ça, répondit Jérôme. Nous pouvons les enterrer. Les arrestations eurent lieu un mercredi matin, 6 semaines après que Dorian eut trouvé Audrey sous la pluie. Francine a été placée en garde à vue pendant un cours de yoga. Bradley a été arrêté dans son appartement, encore en pyjama. Les médias locaux qui avaient couvert leur recherche désespérée d'Audrey avaient soudainement une toute autre histoire à raconter. Les accusations étaient stupéfiantes. Tentative de meurtre, maltraitance de personnes âgées, fraude, complot et une demi-douzaine d'autres chefs d'accusation que Jérôme avait soigneusement compilés. Leurs avocats étaient chers, élégants et confiants. Lors de la comparution, ils ont dépeint Audrey comme une personne mentalement instable, suggérant qu'elle avait orchestré sa propre disparition pour attirer l'attention, laissant entendre qu'elle essayait de garder l'héritage pour elle seule. Mais Dorian avait été très occupé pendant les semaines qui ont précédé le procès. Il avait rassemblé tous les éléments de preuve, toutes les déclarations des témoins, toutes les contradictions dans le récit de Francine et Bradley. Le procès a duré 2 semaines. La salle d'audience était bondée. Audrey était assise à la table des plaignants avec Jérôme, son fauteuil roulant soigneusement placé à côté de lui. Dorian était assise au premier rang, mais là à ses côtés lorsque l'école le lui permettait. Madame Pataki venait tous les jours, son accent slovaque s'épaississant d'indignation à mesure que les preuves s'accumulaient. L'avocat de Francine a commencé, dépeignant une belle-mère aimante désespérée par la disparition de sa belle-fille. Mais Jérôme était prêt. « Madame Winters, dit-il pendant le contre-interrogatoire, d'une voix calme et posée. Pouvez-vous expliquer pourquoi la carte de crédit de votre fils montre un achat chez Miller's sur Old Mill Road à 15h47 le 12 octobre, alors que vous affirmez avoir cherché Audrey dans une aire de repos située à 80 km de là? Francine pâlit. Nous avons dû nous arrêter là plus tôt. La déclaration de disparition que vous avez remplie indique qu'Audrey a disparu à 14h30. Les images de la station-service montrent que vous êtes arrivé à 15h47 en provenance d'Old Mill Road, où Audrey a été retrouvée. Pouvez-vous expliquer cela? Nous étions confus au sujet de la chronologie. Assez confus pour être à 2 endroits à la fois. La salle d'audience murmura. Le témoignage de Bradley fut pire. Il était arrogant au début, sûr de ses mensonges. Mais lorsque Jérôme diffusa les images de vidéosurveillance montrant Bradley en train de faire le plein, Francine entrant dans la boutique, puis les deux s'éloignant en voiture de l'endroit où Audrey avait été abandonnée, sa confiance s'effondra. Cela ne prouve rien. Cela prouve que vous avez menti sur votre emplacement. Cela prouve que vous étiez exactement là où Audrey a dit que vous étiez. Et cela prouve que vous vous éloignez des lieux et non que vous vous en approchiez. Madame Sarah a témoigné des commentaires cruels de Francine. L'infirmière de l'hôpital a témoigné des questions insensibles de Bradley. D'autres voisins ont raconté des histoires de froideur, de ressentiment à peine dissimulé chaque fois que l'on mentionnait les soins prodigués par Williams à Audrey. Puis Audrey a pris la parole. Elle était calme, claire, et son témoignage était bouleversant. Elle a décrit le voyage en famille, le malaise grandissant à mesure qu'ils empruntaient des routes inconnues, le moment où elle a compris ce qui se passait. « Bradley m'a regardé », a-t-elle dit d'une voix ferme, même si des larmes coulaient sur son visage. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je l'ai supplié de ne pas me laisser, mais il m'a simplement regardé, s'est retourné et est parti. Combien de temps êtes-vous resté seul avant que M. Flintwood ne vous trouve? Demanda Jérôme doucement. 4 heures. Et pendant ces 4 heures sous la pluie, à quoi avez-vous pensé? J'ai pensé à mon père, à combien il me manquait. J'ai pensé que j'allais mourir dans la même tempête qui avait effacé toute trace de ce qu'ils avaient fait. J'ai pensé à quel point leur plan était parfait. Elle fit une pause, s'essuya les yeux, puis des phares apparurent, et je crus que j'hallucinais, que mon esprit me donnait de faux espoirs dans mes derniers instants. Mais la voiture s'arrêta, et Dorian Flintwood me sauva la vie. Le jury resta silencieux. Plusieurs membres pleuraient. Les avocats de Francine et Bradley tentèrent de se ressaisir, tentèrent de trouver des failles dans la chronologie, tentèrent de suggérer d'autres explications. Mais les preuves étaient accablantes. Les mensonges étaient trop nombreux, trop évidents.
Le jury délibéra pendant 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence fut prononcée une semaine plus tard. 15 ans chacun à purger dans des établissements séparés. Dommage-intérêt à Audrey pour préjudice moral. Ordonnance restrictive qui s'étendrait au-delà de leur libération. Alors que l'huissier les emmenait, Bradley se retourna une dernière fois, non pas vers Audrey, mais vers Dorian. La haine dans ses yeux était palpable. Dorian le fixa sans suyer. Il avait déjà vu le mal auparavant. Ce n'était qu'une autre version de celui-ci. À l'extérieur du palais de justice, Audrey s'effondra dans son fauteuil roulant. De grands sanglots de soulagement, de chagrin et d'une centaine d'autres émotions qu'elle avait refoulées. Dorian s'agenouilla à côté d'elle, sans se soucier des regards, et la laissa pleurer sur son épaule. « C'est fini, dit-il doucement. C'est vraiment fini. » Derham se tenait à proximité avec Mela et Madame Pitacay, leur laissant de l'espace. Quand Audrey se recula enfin, s'essuyant les yeux, elle regarda Dorian avec une telle gratitude que cela en était presque douloureux. « Merci, murmura-t-elle. Vous n'étiez pas obligé de faire tout cela. Tu aurais pu simplement me déposer au poste de police le premier jour et te laver les mains de mon cas. »« Non, répondit Dorian fermement. Je n'aurais pas pu. Ce n'est pas qui je suis. Et c'était vrai. Dès l'instant où il l'avait vu dans ce fauteuil roulant sous la pluie, il n'y avait plus eu d'autre choix. Pas pour lui. Les semaines qui suivirent le procès furent étranges. L'attention des médias s'estompa. Les journalistes cessèrent d'appeler. La vie a commencé à reprendre un cours presque normal. Sauf que plus rien n'était normal. Audrey a utilisé une partie de son héritage pour rendre la maison de Dorian entièrement accessible. Rampe, porte plus large, salle de bain modifiée. Elle a insisté pour contribuer aux dépenses du ménage malgré les protestations de Dorian. « Tu m'as rendu ma vie, disait-elle quand ils discutaient. C'est le moins que je puisse faire. » Mais ce n'était pas une question d'argent ou de modification. C'était une question d'appartenance. Mela et Audrey s'étaient liés d'amitié pendant ces semaines d'enquête et de préparation du procès. Audrey l'aidait à faire ses devoirs, lui apprenait à peindre à l'aquarelle depuis son fauteuil roulant, l'écoutait jouer du piano pendant des heures sans se plaindre. « Elle est comme une maman, a dit Mela un soir à Dorian, mais elle ne remplace pas maman. Est-ce que ça a du sens? » Oui, ça avait du sens. La défunte épouse de Dorian, Sarah, aurait adoré Audrey. Elle avait la même force tranquille, le même refus de se laisser définir par les circonstances. Et quelque part, dans le rythme quotidien des petits déjeuners, des devoirs, des cours de peinture et des dîners partagés, quelque chose a changé entre Dorian et Audrey. Cela a commencé petit à petit. La façon dont Audrey riait de ses mauvaises blagues. La façon dont Dorian se surprenait à préparer le café exactement comme elle l'aimait, sans même lui demander. La façon dont leur conversation se prolongeait tard dans la nuit, après que Mela soit allée se coucher, parlant de tout et de rien. Madame Pitacay l'avait bien sûr remarqué. Elle apportait ses pâtisseries slovaques et lançait à Dorian des regards complices qui le faisaient se sentir comme un adolescent. « Cette fille, elle est bonne pour vous », avait déclaré Madame Pitacay un après-midi, avec un accent empreint de certitude. « Vous souriez à nouveau? Je ne vous avais pas vu sourire comme ça depuis Sarah. » Dorian voulait protester, dire que ce n'était pas comme ça, mais il ne pouvait pas, car c'était exactement comme ça. 3 mois après le procès, par une froide soirée de janvier, Audrey était dans la cuisine en train de préparer du chocolat chaud lorsque Dorian rentra de son travail de consultant. Elle vivait avec eux depuis 6 mois maintenant, et la maison semblait vide lorsqu'elle n'était pas là. « Comment s'est passé l'audit? » demanda-t-elle sans lever les yeux de la casserole qu'elle remuait. « Ennuyeux, comme d'habitude. Mais j'ai trouvé l'écart. » Comme toujours, il y avait de l'affection dans sa voix, décontractée et rassurante, comme s'il faisait cela depuis des années plutôt que depuis quelques mois. Dorian s'assit à la table de la cuisine, la regardant se déplacer dans la cuisine avec aisance dans son fauteuil roulant. « Audrey, je peux te poser une question? »« Toujours. Es-tu heureuse ici? » Cette fois, elle leva les yeux, l'air surpris. « Bien sûr que je le suis. Pourquoi me demandes-tu cela? Parce que tu as désormais le choix. L'héritage, la maison de ton père. Tu pourrais aller n'importe où, faire n'importe quoi. » Elle comprit soudain. « Est-ce que tu essaies de te débarrasser de moi, Dorian Flintwood? » Non. Le mot sortit avec plus de force qu'il ne l'aurait voulu. Non, ce n'est pas ça.
Je veux juste m'assurer que tu restes parce que tu le veux, pas parce que tu te sens obligé. Audrey posa la cuillère et roula vers lui. Je reste parce que c'est le premier endroit où je me sens chez moi depuis la mort de mon père. Je reste parce que Mela me fait rire et que mes pitacais me nourrit trop. Et toi? Elle marqua une pause, les joues légèrement rougies. Tu me fais me sentir en sécurité. Tu me vois non pas comme la fille en fauteuil roulant, mais comme moi. Le cœur de Dorian battait à tout rompre dans sa poitrine. Audrey, elle sait. Je sais que c'est compliqué. Tu m'as sauvé la vie. Il y a probablement 1 million de raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, et je sens qu'il l'a embrassé. Ce n'était pas prévu, ni réfléchi. Il s'est simplement penché et l'a embrassé, mettant fin à son bavardage avec la vérité la plus simple qu'il connaissait. Quand ils se sont séparés, Audrey le regardait avec de grands yeux. J'avais envie de faire ça depuis 2 mois, admet Dorian. Mais je ne savais pas si tu... Je veux dire, après tout ce que tu as traversé, Dorian. Oui, tais-toi et embrasse-moi à nouveau, c'est ce qu'il fit. Quand Mela rentra de chez son ami 1 heure plus tard, elle les trouva dans le salon, Audrey dans son fauteuil roulant et Dorian assis sur le canapé à côté d'elle, leurs mains entrelacées. Enfin, dit Mela en roulant des yeux de manière théâtrale. J'attendais que vous vous décidiez tous les deux. Dorian cligna des yeux. Tu le savais, papa. Tout le monde le savait. Même Madame Pitaki a fait des commentaires. Audrey rit d'un rire clair et libre. Ta fille est très observatrice. Elle tient ça de sa mère, dit Dorian. Et pour la première fois en 4 ans, dire cela ne lui fit pas mal. C'était simplement la vérité. Mela s'approcha et les serra tous les deux dans ses bras. Cela signifie-t-il qu'Audrey va rester pour toujours? Dorian regarda Audrey, une question dans les yeux. Elle lui serra la main. Si tu veux bien de moi, dit-elle doucement. Pour toujours, ça me semble parfait. Les mois qui suivirent furent les plus heureux dont Dorian se souvienne depuis la mort de Sarah. Ce n'était pas pareil, ça ne pouvait pas l'être, ça ne devait pas l'être. C'était différent, nouveau, fondé sur la survie et la confiance, et sur l'étrange alchimie qui se produit lorsque 2 personnes brisées trouvent le moyen d'assembler leurs morceaux. Ils prirent leur temps. Dorian n'était pas pressé et Audrey avait appris à ses dépens que les gens pouvaient cacher leur véritable personnalité. Mais chaque jour apportait de nouvelles confirmations que c'était réel, que c'était juste. Audrey a créé une association à but non lucratif pour aider d'autres personnes handicapées qui avaient été exploitées par des membres de leur famille. Elle l'a appelée Second Chances, deuxième chance, et Dorian l'a aidé à mettre en place le cadre juridique, utilisant ses compétences d'enquêteur pour traquer et dénoncer les tutelles frauduleuses. Mela s'épanouissait avec Audrey dans sa vie. Ses notes s'amélioraient, sa confiance en elle grandissait. Elle avait trouvé un modèle qui lui montrait que la force pouvait prendre différentes formes. Quant à Dorian, il s'est rendu compte qu'en sauvant Audrey, il s'était également sauvé lui-même de la demi-vie qu'il menait, faisant les choses machinalement, élevant sa fille, mais oubliant de vivre réellement. 9 mois après l'avoir trouvée sous la pluie par une chaude soirée de juillet, Dorian a retrouvé Audrey dans le jardin qu'ils avaient planté ensemble. Elle apprenait à Mela à tutorer les plantes de tomates et leur rire portait dans la brise. Ils se tenaient à la porte arrière et les regardaient simplement. Le coucher de soleil peignait tout en doré et à ce moment-là, Dorian ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une paix totale. Audrey avait dû sentir son regard, car elle se retourna et croisa son regard. Le sourire qu'elle lui adressa était radieux, plein de joie, d'amour, de gratitude et d'un millier d'autres choses qui n'avaient pas besoin de mots. Il s'approcha, embrassa le sommet de sa tête et ébouriffa les cheveux de Mela. « À quoi penses-tu » demanda Audrey en levant le visage vers lui. « Comment un mauvais virage a tout changé? Et si les travaux n'avaient pas fermé l'autoroute 41? Si je n'avais pas pris Old Mill Road? Si j'étais passé sans m'arrêter? » « Mais tu ne l'as pas fait, » Audrey l'interrompit doucement. « Tu t'es arrêté, tu m'as sauvé, et peut-être que je t'ai un peu sauvé aussi, plus qu'un peu. » Mela fit d'un bruit de haut le cœur. « Vous êtes tellement mièvres, tous les deux. Tu adores ça, taquina Audrey. Oui, vraiment. » Ce soir-là, après que Mela se fut couchée, Dorian et Audrey s'assirent sous le porche arrière, regardant les lucioles clignoter dans l'obscurité. Le fauteuil roulant d'Audrey fut rapproché du banc où Dorian était assis, leurs mains jointes. « Tu repenses parfois
À ce jour-là, demanda Audrey à voix basse en parlant du risque qu'ils avaient couru. Tous les jours, répondit Dorian, et je suis reconnaissant chaque fois que j'étais là et que je t'ai trouvé. Que penses-tu qu'il se serait passé si tu ne l'avais pas fait? Dorian lui serra la main. Je ne me permets pas d'y penser, dit Audrey. Parfois, je me réveille et pendant une seconde, je me retrouve seul sous la pluie. Puis je me souviens que je suis ici, je suis en sécurité, je suis aimé, et cela me semble être un miracle. Tu es aimé, dit Dorian avec fermeté. Par Mela, par Madame Pitacay, par moi. Audrey se tourna vers lui, les yeux brillants dans la lumière du poche. Je t'aime aussi, je sais que nous ne l'avons pas encore dit, mais c'est vrai. Je t'aime, Dorian Flintwood. Je t'aime, Audrey Smith. Dès le premier instant où je t'ai vu sous la pluie, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Comme si nous étions destinés à nous trouver. Il fallait juste que l'univers nous donne un coup de pouce. Un sacré coup de pouce, dit Audrey avec un petit rire. Une tentative de meurtre et une tempête de pluie. Ce n'est pas ce que j'aurais prévu, ami Dorian. Mais je m'en contenterai. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, écoutant les bruits nocturnes de la banlieue de Géorgie. Quelque part dans la rue, un chien aboya. Une voiture passa. La vie ordinaire et extraordinaire à la fois. Audrey, dit soudain Dorian, le cœur battant. Il avait gardé la bague dans sa poche pendant 2 semaines, attendant le bon moment. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Elle se tourna vers lui, les yeux pleins de curiosité. Qu'est-ce que c'est? Il glissa du banc et s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, sortant la petite boîte en velours. Audrey porta les mains à sa bouche. Je sais que cela ne fait que 9 mois, dit Dorian. Je sais que certains diront que c'est trop rapide, mais je sais aussi que la vie est fragile et précieuse, et qu'elle peut changer en un instant. Je sais que quand on trouve quelque chose de vrai, quelque chose qui vaut la peine d'être gardé, on ne le laisse pas partir. Audrey Smith, veux-tu m'épouser? Des larmes coulaient sur le visage d'Audrey tandis qu'elle acquiesçait. Oui, oui, absolument, oui. Dorian glissa la bague à son doigt, un simple anneau orné d'un petit diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. Quand il se leva pour l'embrasser, elle l'attira vers elle, et ils restèrent ainsi pendant un long moment. 2 personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus improbable qui soit. De l'intérieur de la maison, ils entendirent un cri. Mela apparut à la fenêtre, le visage collé contre la vitre, avec le plus grand sourire que Dorian ait jamais vu. « Elle nous espionnait, dit Audrey en riant à travers ses larmes. « Bien sûr, répondit Dorian. Je lui ai d'abord demandé la permission. Elle était insupportable à force de vouloir garder le secret. Mela fit éruption par la porte arrière. « Je peux être demoiselle d'honneur. S'il te plaît, dis que je peux être demoiselle d'honneur. »« Bien sûr que tu peux, dit Audrey en ouvrant les bras. Mela les serra tous les deux dans ses bras, et debout sous le porche avec sa fille et sa future épouse, Dorian sentit son cœur déborder de joie. 3 mois plus tard, par un après-midi frais d'octobre, exactement 1 an après que Dorian eut trouvé Audrey sur Old Mill Road, ils se marièrent dans le jardin de leur maison de Marietta. La cérémonie était petite, intime, parfaite, avec des chaises blanches disposées en rangées sur l'herbe, une arche couverte de fleurs d'automne et moins de 50 invités qui comptaient le plus. Madame Pitacay était assise au premier rang, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Jérôme se tenait à côté de Dorian en tant que témoin, souriant comme s'il avait personnellement orchestré tout cela. Et Mela, vêtue d'une robe bordeaux foncé assortie aux feuilles d'automne, se tenait à côté d'Audrey en tant que demoiselle d'honneur, tenant son bouquet de main tremblante. Audrey portait une robe ivoire simple qu'elle avait choisie spécialement parce qu'elle pouvait la porter assise dans son fauteuil roulant. Ses cheveux blonds étaient relevés et ornés de petites fleurs blanches. Et quand Dorian la vit descendre l'allée improvisée, Madame poussant son fauteuil, il eut le souffle coupé. Elle était radieuse. La célébrant, une femme aimable nommée Pastor Michaels, qui les avait conseillés tout au long de leur fiançailles, sourit chaleureusement à l'Assemblée. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer quelque chose de magnifique. Pas seulement un mariage, mais un témoignage de la puissance de la compassion, du courage et des chemins inattendus que prend l'amour pour nous trouver. Dorian et Audrey avaient écrit leurs propres vœux. Lorsque ce fut son tour, Dorian prit les mains d'Audrey dans les siennes, la voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. « Audrey, il y a 1 an, je t'ai trouvé au pire moment de ta vie.
mais tu m'as offert les meilleurs moments de la mienne. Tu m'as montré que guérir ne signifie pas oublier le passé. Cela signifie construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui a le courage d'essayer à nouveau. Tu as aimé ma fille comme si c'était de la tienne. Tu as rempli notre maison de rire et d'espoir. Et tu m'as rappelé que parfois, le plus grand acte de courage consiste simplement à se laisser aimer. Je promets de te protéger, de te chérir, d'être digne du cadeau que tu m'as fait chaque jour. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. La voix d'Audrey tremblait lorsqu'elle a commencé à prononcer ses vœux, mais elle était pleine de conviction. Dorian, tu t'es arrêté alors que tout le monde aurait continué sa route. Tu m'as vu, vraiment vu, non pas comme un fardeau ou un cas social, mais comme une personne qui méritait d'être sauvée. Tu t'es battu pour moi alors que j'avais renoncé à me battre pour moi-même. Tu m'as donné un foyer, une famille, un avenir que je n'aurais jamais cru avoir. Je promets de t'aimer passionnément, de soutenir tes rêves, d'être la partenaire que tu mérites. Et je promets de ne jamais oublier que l'amour ne se mesure pas à de grands gestes. Il se mesure à la présence quotidienne, même sous la pluie. Lorsque le pasteur Michaels les a déclarés mari et femme, et que Dorian s'est penché pour embrasser sa femme, la petite foule a éclaté en applaudissements. Mela a applaudi le plus fort, jetant des pétales de fleurs en l'air avec abandon. La réception s'est déroulée dans le jardin, sous des guirlandes lumineuses qui scintillaient comme des étoiles. Madame Pitakay avait préparé suffisamment de pâtisseries slovaques pour nourrir une armée. Jérôme a porté un toast qui a fait rire et pleurer tout le monde à la fois, racontant comment Dorian l'avait appelé, paniqué, à propos d'un cauchemar juridique qui s'était transformé en la plus belle histoire d'amour qu'il ait jamais vue. Mais le moment qui restera gravé dans la mémoire de tous est celui où Mela s'est levée, tapotant son verre pour attirer l'attention. À 13 ans, elle avait grandi. Elle était plus sûre d'elle. Ses cheveux noirs étaient attachés en arrière comme ceux d'Audrey. Je voudrais juste dire quelque chose, commença-t-elle d'une voix claire. Il y a un an, mon père a ramené à la maison une inconnue qui avait besoin d'aide. Et j'ai gagné une deuxième maman qui a choisi d'être là, qui a choisi de nous aimer, qui a choisi notre famille. Audrey, tu m'as appris que la force ne dépend pas de ce que ton corps peut faire. Elle réside dans ce que ton cœur a le courage de ressentir. Merci d'aimer mon père. Merci de m'aimer. Et merci de m'avoir montré ce que signifie ne jamais abandonner, même lorsque le monde vous donne toutes les raisons de le faire. Audrey pleurait ouvertement à présent, tendant la main vers Mela. Viens ici, ma chérie. Mela s'agenouilla à côté du fauteuil roulant et Audrey la serra fort dans ses bras, lui murmurant quelque chose qui fit hocher la tête à Mela et sourire à travers ses propres larmes. Alors que le soleil se couchait et que la fête continuait, Dorian et Audrey trouvèrent un moment de calme ensemble près de l'arche fleurie. Ils se tenaient derrière son fauteuil roulant, les mains sur ses épaules, tous deux regardant leurs invités, leur famille. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Par les mots, » répondit Audrey en inclinant la tête en arrière pour le regarder. « Il y a un an, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je ne peux imaginer autre chose que cela. »« Moi non plus, » dit Dorian en se penchant pour embrasser son front. Ils restèrent ainsi tandis que le soir faisait place à la nuit. Les rires et la musique emplissaient l'air, tandis que leur petit coin du monde célébrait non seulement un mariage, mais aussi un triomphe, une victoire sur la cruauté, sur le désespoir, sur tout ce qui avait tenté de les détruire. Et à ce moment-là, entourés d'amour, de lumière et de possibilités, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, quelque chose qui valait toutes les épreuves, toutes les larmes, tous les moments de doute. Ils avaient trouvé leur foyer. Old Mill Road existe toujours, serpentant à travers des terres agricoles abandonnées et des villes oubliées. La pluie y tombe toujours, emportant les anciennes traces et les anciens péchés. Mais dans une modeste maison de Marietta, en Géorgie, il n'y a que du soleil, des rires et la force tranquille de personnes qui ont appris à leurs dépens que l'amour ne dépend pas de la famille dans laquelle on est, il dépend de ce que l'on choisit de construire. Dorian s'était arrêté sur cette route pour aider quelqu'un dans le besoin. Il avait trouvé quelqu'un à sauver. Mais en la sauvant, il avait trouvé tout autre chose. Une raison de croire en une seconde chance pour Audrey, pour Mela, pour lui-même. Parfois, les plus grands sauvetages ne se contentent pas de sauver une vie, ils craignent un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Et dans cet avenir, dans cette maison remplie d'amour, d'espoir et de possibilités,
Trois personnes qui avaient tant perdu avaient trouvé tout ce qui comptait. Elles s'étaient trouvées les unes les autres. Et cela a tout changé. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé que la gentillesse peut tout changer et vous a montré que les familles à choisir sont tout aussi réelles que les familles biologiques, ne la gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous. Car chaque semaine, nous vous proposons des histoires qui prouvent que l'amour, le courage et la compassion peuvent triompher même dans les tempêtes les plus sombres. Parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse de passer devant quelqu'un sans s'arrêter.